Il est 18h. Merci de nous accueillir sur Europe 1 et sur CNews. 18h-19h, c'est votre Punchline Weekend. Vous connaissez le rendez-vous par cœur. Une heure pour nous poser, pour débattre. Je vous présente notre équipe de ce vendredi soir dans quelques instants. Mais tout de suite, le sommaire de votre heure. On va beaucoup vous parler de politique ce soir sur CNews et sur Europe 1. Le programme est chargé, c'est le moins que l'on puisse dire. À l'Assemblée nationale, la gauche a perdu presque tous les postes clés. La gauche qui accuse le socle commun d'alliance politique avec le RN. On évoquera aussi ce sondage Odoxa Backbone pour le Figaro. Et c'est un vrai changement dans l'opinion. Le front anti-LFI est plus fort que le front anti-RN. On décrypte tout cela. Olivier Benkemoun est avec nous. Il a un programme chargé, mon cher Olivier. Dans Punchline, on reviendra sur cette annonce des potrons minés de Sébastien Lecornu. Au revoir le 49.3. Une annonce faite avant ses rendez-vous du jour avec le RN, avec le PS et les écologistes. On va tout vous raconter. Enfin, on évoquera également un sondage CNews, Europe 1, le journal du dimanche. On vous a posé une question. Faut-il arrêter d'accorder des visas aux Algériens qui veulent venir en France tant que l'Algérie refuse de récupérer ses citoyens expulsés de France? On vous donne la réponse dans ce Punchline Weekend. Voilà pour notre menu. Et avant de vous présenter nos invités du soir à 18h01, le tour d'horizon de l'information ce soir sur Europe 1 sur CNews. Retour sur ce meurtre abject le mois dernier à Lyon, un chrétien irakien égorgé au pied de son immeuble par un homme qui l'attendait et qui avait pris la fuite. On apprend qu'un Algérien de 28 ans a été arrêté en Italie et placé en détention dans l'attente d'un éventuel transfert vers la France. Pour rappel, la victime, un homme de 45 ans en fauteuil roulant, était connu pour ses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux consacrés au christianisme. On vous en avait beaucoup parlé à l'époque sur notre antenne. Le groupe Brandt, placé en redressement judiciaire. L'entreprise centenaire est l'un des derniers gros fabricants d'électroménagers en France. Le groupe, qui possède 2 usines dans l'Hexagone, emploie quelques 750 personnes et commercialise ses produits sous 4 marques très connues. Brandt donc, Vedette, Sauter et de Dietrich, toute une époque. Des drones non identifiés ont survolé cette nuit un camp d'entraînement militaire en Belgique. C'est ce qu'a indiqué le ministre belge de la Défense, qui précise ne connaître ni leur nombre ni leur provenance. Une enquête a été ouverte alors qu'une autre intrusion de ce type a eu lieu également cette nuit dans le ciel de Munich, entraînant la fermeture de l'aéroport. Enfin, Donald Trump donne au Hamas jusqu'à dimanche pour accepter l'accord sur Gaza. Dernier ultimatum du président américain au mouvement terroriste lancé sur son réseau Truth Social. Si cet accord de la dernière chance n'est pas trouvé, dit-il, l'enfer se déchaînera comme jamais contre le Hamas. Ce sont ses mots. Le Hamas avait indiqué juste avant d'avoir besoin de plus de temps pour étudier la proposition américaine. Voilà pour le tour d'horizon de votre information sur CNews et sur Europe 1. Présentation de notre équipe de ce vendredi soir. Véronique Jacquier, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous avoir à mes côtés. Bonsoir. Pour commenter cette actualité. François Coq, analyste politique. Soyez le bienvenu. Ravi de vous retrouver. Samy Biazzoni, essayiste. Bonsoir. Je rappelle votre livre quand même, hein, c'est important pour les téléspectateurs de CNews et les auditeurs d'Europe 1, Encyclopédie des euphémismes contemporains et autres manipulations militantes de la langue. 2 mots sur votre livre, profitez-en. Voilà, on revient avec un bel aréopage d'une quarantaine d'auteurs sur des locutions, des mots qui ont connu des glissements sémantiques, qui font débat dans l'expression publique contemporaine. Voilà, on décrypte antispécisme, éducation positive, sexisme bienveillant, donc des choses toutes plus réjouissantes les unes que les autres. Et il est sorti il y a 2 semaines. 2 semaines, voilà. Merci beaucoup. Olivier Benkemoun est avec nous. Bonsoir Thierry. Vous avez révisé vos fiches? J'ai tout. Même question pour Louis de Ragnel qui est avec nous. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, merci. Et c'est un plaisir important d'accueillir Guillaume Casparian, député EPR de Eure-et-Loir et ancien ministre. Bonsoir. Programme chargé ce soir. Hein. Tout à fait. Vous êtes prêts à répondre à toutes nos questions ce soir? J'espère. Vous allez voir avec nos invités. Futur ministre, on ne sait pas. Ça revient, ça s'en va. Je suis là pour répondre à vos questions. Vous avez du nouveau? Avec grand plaisir. Futur ministre? Non mais déjà là on va parler de la méthode, de ce qu'a annoncé le ministre ce matin. Comment est-ce qu'on va y arriver? Parce que l'objectif c'est d'avoir un budget au 31 décembre et donc on va en parler ensemble. Et je crois que ça doit occuper tous les parlementaires. Et votre téléphone a vibré ou pas? Il est devant moi mais là il n'a pas vibré. Je suis avec vous pour répondre à vos questions et hier aux questions de vos auditeurs. Donc voilà.
et téléspectateurs. Merci en tous les cas. Allez, je voulais qu'on évoque ce sondage Odexa Backbone pour le Figaro. On rentre dans le vif du sujet, hein, mon cher Louis de Ragnel. Vous regardez des gros yeux, mais sondage très intéressant qui nous montre que dans l'opinion, eh bien, le front anti-LFI est plus fort que le front anti-RN. Je le dis pour nos téléspectateurs et les auditeurs surtout d'Europe 1. Pensez-vous qu'un appel au Front républicain, si on m'envoie, vous allez plus vite que la musique. Voilà, merci de me remettre le sondage. Pensez-vous qu'un appel au Front républicain pour faire barrage à LFI est une bonne chose? 58% oui, 42% non. Voilà, les choses, oui, c'est assez faible, mais bon, il y a une évolution. Oui, mais ça reste, je trouve, assez faible par rapport à la menace que peut représenter la France insoumise, en tout cas dans l'écosystème politique et au sein de la population. Olivier ? Non, mais moi je trouve que quand même les Français semblent ouvrir les yeux, ne veulent pas d'un parti antisémite, ne veulent pas d'un parti qui prône le grand remplacement à l'envers, ce qu'ils appellent la créolisation, ne veulent pas d'un parti qui favorise l'islam radical. Il y a quelque chose qui se passe quand même. Il y a quelques mois, c'était pas ce résultat. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu également un abus de l'appel au Front républicain lors de ces dernières élections, à force de le répéter, il me semble que ça fonctionne plus, que ça marche plus, que le parti qui s'est mis hors de l'arc républicain aujourd'hui, c'est LFI, celui qui est rentré dedans. Il suffit de voir comment se passaient les choses à l'Assemblée, la bordélisation permanente, etc. On a vu l'incapacité d'avancer sur un certain nombre de sujets, c'est un certain nombre de textes importants à l'Assemblée, c'est aussi LFI. Donc, voilà, il me semble que les choses sont en train de bouger et que les Français ouvrent les yeux. Guillaume Casbarian, je ne résiste pas au plaisir de vous interroger sur ce sondage. Il vous inspire quoi? Il y a une aversion? Il est assez proche de beaucoup de réactions qu'on peut avoir sur le terrain quand on est le week-end en circonscription et qu'on discute avec les gens. C'est-à-dire qu'à Ils vous disent quoi, les gens? En tant qu'ancien ministre, quand on les interroge, déjà ils sont très critiques sur la politique en général, ils ont du mal à saisir les attitudes des uns et des autres, ils sont parfois dans l'incompréhension du bordel ambiant, si vous me permettez, et donc ils sont assez sévères dans leur jugement sur la politique, parfois même indifférents, et donc c'est des retours terrain qui sont difficiles. Après, plus spécifiquement sur LFI, c'est vrai que c'est un parti qui fait peur, qui fait de plus en plus peur, à la fois de par son programme, de par ses expressions, de par son vocabulaire, de par parfois ses actions, effectivement. Ses propos. Donc, ce rejet-là est très très fort. On observe donc un rejet, en tout cas dans ma circonscription, qui est très fort de LFI. Mais voilà, je pense que le sujet, c'est pas de se retrouver dans un choix à faire sur RN versus LFI. C'est-à-dire que moi, je me bats avec d'autres pour offrir une offre politique qui soit pas celle-là. Moi, je suis un libéral convaincu. Cornélien à faire entre ces deux offres politiques-là, et c'est le rôle de tout un tas de partis politiques d'être capable de proposer quelque chose qui donne envie et qui fait un peu mieux que ce qu'on peut observer là. Donner envie, hein. C'est important, je sais que c'est dur, je sais que c'est pas évident, je sais que l'actualité... Je reprends la volée. Hein. Donner envie, il faut vraiment... Waouh. Oui, mais vous savez, le jour où on n'a plus envie, il faut faire autre chose. Mais moi, j'ai encore espoir pour notre pays, pour les Français, qu'on puisse relever notre pays, qu'on puisse lui donner un avenir qui soit meilleur. Et donc, je me résous pas à être dans une sorte de défaitisme, de morosité ambiante. Et donc voilà, moi, je me bats pour, encore une fois, défendre mes idées qui sont connues de tous, de mes électeurs, mais aussi des autres, sur la liberté. Voilà, sur la baisse des dépenses publiques, sur le sérieux budgétaire, sur l'ordre républicain, sur la sécurité, sur le sérieux d'un point de vue des flux migratoires. Donc voilà, je vais pas le dérouler maintenant. Je suis pas en train de c'est pas l'objectif d'ailleurs du jour. Voilà. Et puis en plus, accessoirement. Vous êtes prêt à revenir aux affaires? Non, attendez. Déjà, je suis à l'Assemblée nationale et je fais mon boulot de député. Oui, non mais vous voyez bien ce que je veux dire. Non mais attendez, moi mon objectif là, je vous assure, l'objectif c'est déjà de réussir à sortir le pays de la situation dans laquelle on est et d'avoir un budget pour le 31 décembre. Et j'aimerais bien qu'on parle de la méthode qui a été annoncée par le Premier ministre. Bien sûr, on va y revenir. Le nerf de la guerre, c'est le vrai cœur du sujet. C'est à travers cette méthode, je le crois, on va réussir à avoir une vraie discussion parlementaire et potentiellement avoir un budget pour le 31 décembre. Et c'est le seul objectif qui m'anime, c'est ce pourquoi je suis payé, comme tous mes collègues députés. Et donc à un moment, il faut qu'on se mette au boulot parce que là, le Premier ministre a pris les clés du camion et nous les a données et a dit c'est à vous, parlementaires, de faire le budget. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Allez, je termine mon tour de table. Samy. On peut pas dire que Samy Biazoni. On ne peut pas dire que 58%
des personnes qui plébisciteraient un front républicain contre le LFI soit peu. La question n'est pas de soutenir ou pas le LFI, c'est la question du front républicain. Je pense qu'il y a un ras-le-bol de ce type de manigances qui n'ont pas marché, qui ne sont pas sincères et qui ne répondent pas du canon de la tradition politique française. Je rappelle que nous sommes sous un régime semi-parlementaire. Nous n'avons pas de culture de coalition, contrairement à nos voisins européens. Donc ce genre d'alliance de circonstances, ce sont des choses que les gens regardent d'un peu loin. Et donc c'est pas parce que on souhaite que à 42% que la LFI soit au pouvoir qu'on s'oppose au Front républicain. On s'oppose au Front républicain comme stratagème politique, comme opportunisme politique. C'est ça que ce sondage veut dire de prime abord. Et puis après, il y a le deuxième élément qui est qu'effectivement, on assiste, et ça c'est historique désormais, à un renversement. Il y a désormais deux pôles extrêmes tout à fait bien établis dans la vie politique française et un pôle extrême ou dit extrême à gauche qui est désormais bien plus rejeté que l'autre. Et c'est le fruit de tout ce qui a été décrit très justement avant. Mais je voulais quand même revenir sur cela. Cette stratégie du Front républicain, désormais, elle me semble tout à fait dépassée. Elle est d'une part malhonnête, d'autre part, elle masque des dissensions qui doivent éclater désormais. Il faut qu'il y ait une recomposition du pouvoir politique. Sinon, on ira d'instabilité en instabilité. C'est consubstantiel à la structure de nos institutions. François Coq, et je terminerai avec vous. Ben oui, mais bien sûr, mais évidemment. Mais vous savez, on a quelqu'un qui a bien connu la gauche. Donc je lui donne la parole aussi, François Coq. En tout cas, si on veut rester enfermé... Vous la connaissez encore? Je la connais, ce qu'il en reste, c'est-à-dire quand même plus grand-chose. Mais si on veut rester enfermé dans la démocratie minoritaire telle qu'on la connaît dans le pays et dans les institutions, il faut continuer à raisonner comme ça, avec des fronts. Il n'y a qu'à continuer, très bien, à réfléchir en castor et à se dire, tiens, on va faire un front contre les uns et un front contre les autres, et en fonction des circonstances, on va voir de quel côté on érige notre barrage. Ça conduit à quoi? Ça conduit à la scène politique qu'on connaît aujourd'hui, dans laquelle il y a un déficit d'offres politiques. Voilà. Les Français, on les a obligés à se réfugier dans le vote sanction au deuxième tour. On les oblige maintenant à faire des votes sanctions, des fronts dès le premier tour. Et tout ça parce qu'on est incapable de proposer une offre politique alternative à celle qu'on connaît depuis 2017, qui est figée dans son offre, dans les différents partis qui la proposent, dans les étiages qu'elle recueille à chaque élection. Tout est cryogénisé. Donc tant qu'on ne sortira pas de ça, on continuera à avoir des Français qui se considèrent à juste titre comme des citoyens passifs, parce qu'ils ne peuvent pas devenir des citoyens actifs dans la vie publique, parce qu'ils n'ont pas l'offre électorale qui correspond à la volonté populaire qu'ils veulent porter collectivement. Véronique Jacquier. Pour corroborer ce qui vient d'être dit, Emmanuel Macron a été un grand dynamiteur, c'est-à-dire je dynamite la droite, je dynamite la gauche de gouvernement, on se retrouve donc avec Guillaume Gasparian vous écoute avec grande attention. Dans les couloirs, et évidemment la Ve République a du mal à fonctionner au Parlement puisqu'il n'y a plus de bipartisme et donc du coup il n'y a plus de majorité. Donc il y a un effet effectivement cryogénisation de la vie politique qui est délétère pour tout le monde et c'est pour ça que les Français ne s'y retrouvent plus. Mais quand on voit quand même que ça bouge un petit peu et qu'un front anti-LFI est plus fort qu'un front anti-Rassemblement National, c'est parce qu'effectivement, la stratégie du Castor et la stratégie du Front républicain pour que 11 millions d'électeurs du Rassemblement National se sentent floués au soir des législatives, il y a vraiment quelque chose de profondément malhonnête et de profondément vicié. Et on se rend compte qu'on reste encore là-dessus. Mais bon, on voit que les choses avancent parce que le cordon sanitaire n'est plus... La droite, c'est plus les méchants et la gauche, le front sanitaire de ce côté-là, serait acceptable. Je pense que c'est d'autant moins acceptable que, on le dit souvent sur les plateaux de CNews, l'un des dangers qui menace la France, outre évidemment le fait qu'on a le sentiment que le Parlement pédale dans le vide en ce moment, c'est quand même la menace du narcotrafic. On en parle souvent, mais ça, là aussi, ça cryogénise tout. Ça, c'est l'explosion de la criminalité, c'est le début de la corruption, c'est un État qui est à minuit moins une avant de devenir un État mafieux. Et là-dessus, le président de la République, on l'entend pas beaucoup. Et il y a évidemment en plus une perte de souveraineté à la clé. Donc oui, les Français sont démunis parce qu'ils se disent mais nos politiques là sur ces questions-là, ils font quoi? Alors les policiers et les gendarmes, on les voit agir. Au plus haut sommet de l'État, on a évidemment maintenant un ministre de l'Intérieur qui est démissionnaire mais qui fait encore ce qu'il peut. On a vu qu'il y a des hommes d'État qui arrivaient quand même à tenir le volant de la machine France, mais on voit qu'on est au bout du bout quand même de toutes les stratégies politiques et que les Français sont effectivement fatigués de ces stratégies de bout de ficelle et qu'ils n'ont plus d'offres politiques
Moi je dirais pas qu'ils n'ont plus d'offres politiques, je dirais qu'elles ne sont plus constructives. Les partis sont complètement étiolés, ce ne sont plus des endroits où l'on fabrique des idées, ce ne sont plus des endroits où l'on mobilise suffisamment les militants. On marque une première pause dans ce Punchline Week-end. On se retrouve dans quelques instants. On verra. Oui, Olivier. Non, mais je voulais simplement dire que c'est pas tout à fait terminé non plus. Dans la circonscription des Français de l'étranger, vous savez que oui, LFI est arrivé en tête, Place Publique est arrivé derrière. Et pour qui la gauche demande, pour qui Place Publique reporte ses voix, à votre avis? On verra, on en reparle juste après la pub, si ça vous dérange pas, et on parlera de la gauche qui a perdu presque tous ses postes clés à l'Assemblée nationale aussi. Et ensuite, c'est promis, Guillaume Casparian. Bye bye le 49-3. Deux de chauffe pour les députés. Oui, tout à fait. Welcome démocratie. Hein, vous êtes entraîné, Guillaume Casparian? On est prêt. Moi, je vous suis êtes prêt à prendre mes responsabilités. Allez, restez sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite. Merci de nous accueillir, 18h19. Merci de nous accueillir sur CNews et sur Europe 1. C'est votre Punchline Week-end. Jusqu'à 19h, notre équipe ce soir, Véronique Jacquier, François Coq, Louis de Ragnel, Samy Biazoni, Olivier Benkemoun et Guillaume Casbarian, député EPR d'Eure-et-Loire et ancien ministre. Donc, toujours pas le gouvernement pour quand, selon vous? Non, j'en sais rien. Non, mais c'est une question à poser au Premier ministre et il l'a dit ce matin. Il a annoncé que le gouvernement arriverait dans les prochains jours, donc il faut être un peu patient. Par contre, ce qu'il a annoncé de très important, c'est un changement et une rupture de méthode forte sur la façon dont il proposait de passer le budget. Et un budget sur lequel on va revenir. Mais évidemment, je pense que c'est ça le vrai sujet et qui permet de débloquer, à mon sens, la situation et de responsabiliser les parlementaires qui vont être en charge de voter le budget. En principe, il y a une déclaration de politique générale mardi 15h. Hein, c'est ce qui est prévu. Ça serait mieux qu'il y ait un gouvernement avant. Bah, vaut mieux. Ça serait assez inédit. Ouais, ça, c'est une vraie déclaration de politique générale sans nouveau gouvernement. Mais ça, avec des ministres démissionnaires, c'est vrai que ce serait assez cocasse. Ouais. Rupture de chez rupture. Là, ce serait inédit. Inédit. Jamais vu. Bon, je voulais qu'on revienne sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avant de revenir sur ce 49.3 qui va donc disparaître pour le moment, hein, mon cher Guillaume Casparian. Mais justement, la gauche a perdu presque tous les postes clés. C'est le moins que l'on puisse dire. Et c'est Vincent Fernandez qui nous raconte tout cela. Une bataille après l'autre, la gauche est ressortie affaiblie de ces 2 jours de vote pour le bureau de l'Assemblée nationale. Le RN fait lui son grand retour. Sur les vice-présidents élus l'an dernier, seuls 2 ont été reconduits, Clémence Guettet et Nadège Abou-Mangoli de la France Insoumise. Parmi les 4 entrants, 2 sont issus du socle commun, Marie-Agnès Poussier-Winsbach et Christophe Blanchet. 2 sont élus du RN, Sébastien Chenu et Hélène Laporte. Sur les 12 secrétaires, seuls 4 ont été réélus. Parmi ceux qui intègrent le bureau, 4 sont issus de la droite et de l'extrême droite. Un résultat dénoncé à gauche par la voix d'Éric Coquerel, député LFI. Nous sommes sur des accords politiques et de courte échelle entre le socle commun et le Rassemblement national. Il me semble que c'est assez contraire au message envoyé par les électeurs il y a 1 an, qui avaient quand même voté pour ce que d'aucuns appellent un front républicain, qui ne valait pas alliance avec le Rassemblement national. C'est donc un choix extrêmement lourd. Une accusation réfutée par Ludovic Mendes, député Ensemble pour la République. Il y a eu une stricte application du règlement de l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun accord qui a été passé avec le Rassemblement national. Le Rassemblement national le dit lui-même, nous ne faisons qu'à appliquer en fait, le règlement de l'Assemblée nationale. Pour certains, c'est le baiser de Judas. Pour d'autres, c'est compliqué parce qu'on crée une polémique qui n'a pas lieu d'exister. Le nouveau bureau se réunira pour la première fois mercredi prochain. Bon, Olivier Benkemoun, Sébastien Chenu et Hélène Laporte ont donc récupéré leurs 2 vice-présidences. Hein. Mais oui, mais c'était logique. C'est plutôt comment ils ne l'avaient pas récupéré la fois précédente. C'est ça le hiatus, la grande question. Pourquoi ils ne l'avaient pas? Alors qu'effectivement, c'est ce qui est prévu. C'est vraiment la règle, hein, l'usage même. Louis de Ragnel. On est revenu à un normal. Tout ça, c'est un peu de la tambouille quand même, malgré tout. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que tout ce système n'avait pas du tout été pensé avec toutes ces oppositions, avec même au sein du socle commun, c'est-à-dire au sein de ce qui devrait être la majorité présidentielle, des chapelles, des partis qui cherchent à récupérer des postes, qui est tout à fait normal. C'est-à-dire que c'est pas les postes pour les postes, c'est simplement que ça permet de compter, ça permet d'être respecté, ça permet aussi d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Vous savez que à l'Assemblée nationale, quand vous avez accès aux dates, aux horaires et tout, en fait, ça vous donne un coup d'avance incroyable, parce que si vous avez besoin de rameuter des députés au dernier moment, eh bien, vous avez toutes ces informations. Guillaume Casparian.
Oui, non, je pense qu'il y a le temps de l'élection sur lequel les partis s'affrontent et proposent aux Français une offre politique. Et puis une fois que l'élection est faite, vous avez des députés qui sont légitimes à être à l'Assemblée nationale. Et le rôle de nos institutions, que ce soit le bureau de l'Assemblée nationale ou les présidences de commission, c'est d'être représentatifs des députés qui ont été élus par les Français à l'Assemblée nationale et qui ont chacun leur légitimité et qui ont droit à une quote-part de leur représentation. Et donc c'est assez légitime que sur les vice-présidences, il y en ait 2 pour le socle commun, 2 pour le RN, 2 pour le NFP, qu'ensuite sur les questeurs, il y a là aussi 3 questeurs différents de 3 groupes différents, que vous ayez également au niveau des présidences de commission, comme c'est le cas d'habitude, toutes les présidences de commission qui vont au socle commun ou à la majorité, sauf celle des finances qui reste à l'opposition, et que vous ayez dans chacun des bureaux de commission une pluralité de la représentation. C'est pas une décision politique, c'est une décision institutionnelle. Une fois que l'élection est passée, vous êtes à l'Assemblée nationale et on respecte la légitimité démocratique de chacun. Voilà. Non mais moi je suis d'accord avec ce que vous dites, mais en tant que citoyen quand même on se pose la question, pourquoi ne raisonniez-vous pas comme ça le coup d'avant ? Parce que le coup d'avant, je vais vous répondre très franchement, le coup d'avant, ce qui a été fait, c'est que nous avons décidé de voter pour nos propres candidats du socle commun et de ne pas voter pour les autres. Et donc mécaniquement, la deuxième force après le socle commun en termes de nombre, c'est le NFP. Ce qui fait que sur beaucoup d'élections, c'est le NFP qui a raflé. Vous êtes en train de m'apporter une réponse technique. Moi, je vous parle en termes de positionnement politique. En termes de positionnement politique. Le positionnement que vous avez eu le coup d'avant et celui-ci, on change et on retourne notre veste. Ce que je vous dis, c'est que les Français, quand ils voient tout ce qui s'est passé hier, votre problème. Vous avez tous encore reculé. Je vous réponds. Très factuellement, je comprends que ça vous plaise pas ma réponse. La réalité, c'est que nous, on s'est jamais opposé à une représentation plurielle au sein du bureau de l'Assemblée nationale. On avait décidé la dernière fois de voter pour nos propres candidats et de laisser faire les oppositions dans la répartition des postes alternatifs. Là, cette fois-ci, on s'est mis d'accord ensemble sur une juste répartition globale et on a soumis un même bulletin de vote commun pour être sûr et de garantir qu'il y avait une représentation de tout le monde. Voilà, ça vous plaît pas, c'est comme ça, mais c'est ce qu'on a décidé de faire. Et à la fin des fins, on a bien un bureau qui est représentatif de toute l'Assemblée nationale. Et donc personne ne peut se victimiser et dire qu'il a été exclu par les uns et les autres. Tout le monde est dedans et on arrête, on passe à autre chose. Non mais là, il y a une volonté de considérer le Rassemblement national, ce qui n'était pas le cas la fois d'avant. Voilà. Non. Mais tout le monde est considéré de la manière. On a aussi sur le bulletin, on avait 2 NFP, on avait 2 RN. Et on avait 2 socles communs. Voilà. Donc à un moment, c'est pas de la politique, c'est pas qu'on est en train d'adhérer. Après, il y a un accord avant, monsieur le ministre. Non, mais tout ça c'est pas un vote spontané. Non, mais pour expliquer aux Français, c'est-à-dire que tout ça est décidé avant, il y a un accord, et tout ça est organisé aussi avec la présidente de l'Assemblée. La présidente de l'Assemblée a réuni tout derrière, elle a fait un très beau travail. La présidente de l'Assemblée a réuni tous les présidents de groupe. Et à la fin des fins, on avait un bulletin qui était commun et qui permettait d'avoir une pluralité de la représentation. Moi, je suis légitimiste, loyal. Et j'ai voté pour le bulletin qui nous était proposé, qui permet à chacun d'être représenté. Point barre. Maintenant, est-ce qu'on peut faire de la politique et rentrer dans le budget ? Parce que c'est quand même ça le sujet plutôt que la question des postes. Vous nous faites la transition. Ça tombe bien. 49.3. Alors, rupture, il fallait se lever de bonne heure quand même, parce que Sébastien Lecornu a pris la parole très tôt. C'est une rupture majeure. Juste avant de rencontrer le PS, le RN, les écologistes. Moi, je souscris totalement au choix qu'a fait le Premier ministre d'annoncer qu'il renonçait à un outil constitutionnel, le 49.3. Et il a décidé en réalité de dire, ce n'est pas le gouvernement qui va faire le budget, ce sont les parlementaires. Vous allez proposer vos amendements, vous allez voter vos articles, vous allez voter votre copie budgétaire, et la copie budgétaire du pays sera celle du Parlement, pas celle du gouvernement. Donc il prend les clés du camion, il les donne aux 577 députés et aux sénateurs, et il leur dit c'est à vous de construire ce budget. C'est un changement méthodologique majeur, parce que contrairement aux dernières années où on avait un 49.3, les parlementaires votaient, mais savaient très bien qu'il y avait derrière potentiellement un 49.3 avec une copie propre, pré-négociée, ou pas d'ailleurs, qui était ou pas, et c'était ça le problème, qui était ensuite soumise au 49.3 en disant bon, écoutez, vous avez voté tout ça et maintenant on va arriver avec une copie. Là, ça marche pas. Chaque parlementaire doit prendre ses responsabilités, chaque groupe doit assumer et porter son idéologie, et à la fin des fins, on vote sur tous les sujets fiscaux, sociaux, que ce soit sur le PLFSS ou le PLF, et ensuite les parlements assument leurs responsabilités. Donc, nul besoin de se tourner vers le gouvernement en disant qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez retenir, quels sont les choix que vous allez faire, et vous n'avez pas cédé assez, vous avez cédé trop, etc. Non, les amis, au Parlement ça se fait, dans l'hémicycle ça se fait, et vous aurez tout le loisir, quels que soient les groupes, de proposer vos amendements et de convaincre vos collègues qu'ils sont justes et de réussir à les faire voter. Donc la rupture de méthode, elle est évidente, et elle entraîne une rupture de fond. C'est que le fond du budget ne se fera pas dans Matignon,
il se fera dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et chacun devra en prendre sa propre responsabilité. Alors on écoute Sébastien Lecornu et ensuite on entendra les différentes réactions, et notamment celle de M. Mélenchon. Oui, parce que ça a l'air tellement merveilleux que tout le monde devrait adhérer. Mais tout le monde a été très en colère en sortant de... Parce qu'il y a beaucoup de mauvaise foi. Il y a beaucoup de mauvaise foi quand même. Bon, est-ce qu'on peut écouter M. Lecornu, M. Ben Ki-moon? Écoutons. On écoute le Premier ministre et puis ensuite on poursuit nos échanges. Allez. La 5e République, elle est présidentielle, semi-présidentielle si on est précis, mais elle peut être aussi parlementaire. Et je pense que nous sommes dans le moment le plus parlementaire de la 5e République. Mais pour cela, il faut que chaque député puisse avoir du pouvoir, puisse avoir de la responsabilité, puisse prendre ses responsabilités. Et au fond, c'est ça qui nous empêche d'avancer, c'est la capacité à ce que le débat démarre. Et donc j'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisque cet article, au fond, permet au gouvernement d'interrompre les débats, d'engager la responsabilité du gouvernement et au gouvernement d'écrire la copie. Alors, il est 18h30, il faut absolument que je sois à l'heure. Je dis ça pour Guillaume Guesbarian. Il faut que je respecte l'horaire parce que Mickaël Dorian apparaît. Et quand Mickaël Dorian apparaît, je me tais et c'est le moment de faire un tour total et complet de l'information sur Europe 1 et sur CNews. Bonsoir, mon cher Mickaël Dorian. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Les syndicats réunis ce vendredi devant le site ArcelorMittal de Loire-Atlantique. Ils réclament une négociation digne de ce nom face aux suppressions d'emplois annoncées. Près de 300 personnes se sont rassemblées. En avril dernier, ArcelorMittal a annoncé la suppression de plus de 600 postes en France, dont près de la moitié à Dunkerque. Le Royaume-Uni en alerte maximale au lendemain de l'attentat terroriste près de la synagogue de Manchester. L'attaque au couteau a fait 2 morts et 3 blessés graves. L'assaillant abattu par la police est un Britannique d'origine syrienne de 35 ans. Le Premier ministre Keir Starmer et son épouse se sont rendus sur place où un important dispositif policier est toujours déployé. Et puis à Madagascar, le président dénonce une tentative de coup d'État. Depuis la semaine dernière, un vaste mouvement de contestation a éclaté sur l'île en raison d'abord des coupures incessantes d'eau et d'électricité, mais les manifestants réclament désormais le départ du chef de l'État. Ces dernières heures, de nouvelles confrontations ont éclaté avec les forces de l'ordre dans la capitale, mais aussi dans plusieurs grandes villes du pays. Merci Mickaël. Je vous représente notre équipe ce soir sur CNews et sur Europe 1. Véronique Jacquier, François Coq, Louis de Ragnel, Olivier Ben Ki-moon, Samy Biazoni et Guillaume Guesbarian, député EPR d'Eure-et-Loire et ancien ministre. Avant de nous faire écouter les différentes réactions politiques, tout semble merveilleux avec Guillaume Guesbarian, c'est la bonne méthode, etc. C'est la seule bonne méthode. Justement, on va ouvrir le débat parce que tout le monde n'a pas l'air de votre avis. Olivier Ben Ki-moon, Louis de Ragnel, François Coq, Véronique Jacquier, Samy Biazoni, la parole est libre et elle circule. Non, mais simplement, je rappelais que tous ceux qui ont vu aujourd'hui rencontrer Sébastien Lecornu, juste après cette déclaration, il a continué les consultations, n'avaient pas l'air d'accord à la fois sur la méthode et sur le résultat, en disant dès leur rencontre que les choses étaient faites, que rien ne changeait, que tout allait continuer comme avant, etc. Bon, moi, je m'interroge sur la bonne méthode, si c'était effectivement se priver de cet outil, parce que c'est un outil de 49.3, si c'est effectivement la bonne méthode. Je me permets, mais depuis des années, quand le gouvernement déclenche un 49.3, vous avez toutes les oppositions qui hurlent en disant c'est un déni de démocratie, c'est un passage en force et ça va pas. Vous avez des partis politiques qui, très récemment, jusqu'à Olivier Faure dimanche dernier, dans la tribune dimanche, dit si le gouvernement renonce au 49.3, alors il pourra avancer. Donc eux-mêmes mentionnaient le fait qu'il fallait renoncer au 49.3. D'ailleurs, eux-mêmes, quand ils étaient ils faisaient campagne pour Matignon, disaient si je suis à Matignon, je n'utiliserai pas le 49.3. Et donc là, le Premier ministre dit je renonce au 49.3, ce qui est inédit dans une situation politique dans laquelle on est. Et là, vous avez des politiques qui disent ça nous va pas, il n'y a pas assez de changements. Monsieur le Premier ministre, encore un peu plus, s'il vous plaît, etc. Mais attendez, le un peu plus, c'est pas au Premier ministre d'ailleurs de le donner. Une fois que le Premier ministre a donné les clés du camion aux parlementaires, c'est aux parlementaires d'obtenir ce qu'ils veulent, ensuite au Parlement et de convaincre les autres. Donc maintenant, il faut arrêter de se retourner vers maman gouvernement en expliquant que c'est au gouvernement de faire des concessions à droite et à gauche. Les concessions et les accords doivent se nouer dans l'hémicycle. Ce que le Premier ministre a fait, c'est qu'il a dit les clés du camion, vous les avez. C'est vous qui allez faire la copie budgétaire.
et vous vous débrouillez au Parlement pour aboutir à un compromis. Si ça, c'est pas un changement méthodologique Mais combien de majeur, députés ont qu'est-ce que c'est un changement le permis de majeur conduire camion, mon cher Et qu'aurait-il dit si le Premier ministre avait dit oh bah non, tout le monde n'a pas le permis de conduire, le permis poids lourd. On peut le simplifier si vous voulez. On va essayer de le simplifier. Je vous donne la parole tout de suite, mais je voudrais qu'on première réaction, Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, et surtout écoutez la façon dont il parle du Premier ministre. Alors ça, prenons-le comme un signal. C'est un aveu. Eux-mêmes reconnaissent que c'est une brutalisation de la vie parlementaire qui n'est pas acceptable. Et d'ailleurs, ils annoncent qu'ils y renoncent. Maintenant, il restera toujours un doute sur quelque engagement que ce soit de ce gouvernement, car pour rappeler la très ancienne formule de M. Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais, et surtout avec un gouvernement pareil, c'est plutôt la tradition. Par conséquent, nous y croirons quand il nous aura dit qu'il a renoncé à l'article 44, à l'article 38, à l'article 34 et à l'article 47. Bon, en résumé, parole verbale, on ne te croit pas. On ne te croit pas, tu n'as pas l'intention de gouverner sans nous forcer, le moment venu. C'était au début. Louis de Ragnel, et je vous donne la parole, Guillaume Gasparian. On ne te croit pas. Enfin, non mais attendez... Alors, il y a le jeu politique et après, il y a la vérité. Si on est honnête, tous les chefs de partis politiques qui ont vu Sébastien Lecornu aujourd'hui n'allaient pas sortir en disant « c'est extraordinaire, le Premier ministre m'a retourné, maintenant je suis convaincu, on va toper, c'est génial, on y va ». Donc, toutes les réactions, objectivement, étaient totalement prévisibles. On pouvait quasiment les écrire même avant. Ce qu'il faut bien comprendre, ce que fait Sébastien Lecornu, c'est qu'il cherche à gagner du temps. Tout le monde promettait un gouvernement qui tombe extrêmement rapidement en faisant cette proposition qui, objectivement, est inédite. Moi, elle me choque parce que pour moi, le budget, certes, avant, c'était un député du parti présidentiel qui le défendait, mais c'est au gouvernement. Moi, je suis très attaché à la Ve République, donc c'est au gouvernement de proposer sa trajectoire budgétaire avec une politique cohérente en fonction de ses ajustements budgétaires en matière de santé, de défense, de sécurité, de tout ce que vous voulez. Mais ce qu'on voit bien, c'est que en inversant la responsabilité, le gouvernement se transforme en fait en arbitre de ligne, si on peut prendre une métaphore de tennis ou de foot, donc va regarder en fait le moment où ça dépasse et va siffler. Mais en faisant ça, Sébastien Lecornu, ce qu'il veut faire, c'est faire en sorte que donc tous les partis s'entretuent entre eux ou alors cherchent à trouver un consensus. Et comme ça, c'est pas au gouvernement de prendre la responsabilité de dire le budget va dans telle ou telle direction. Donc on verra si ça fonctionne. Je pense qu'il y a une chose quand même qu'il faut avoir en tête pour terminer, c'est que tous les chefs de partis politiques qui vont être amenés à s'exprimer sur les différentes modalités budgétaires ont tous une seule chose en tête, 2027. Et donc cette méthode, si elle avait été initiée en début de quinquennat, je pense que ça aurait été totalement différent de ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire une fin de règne qui est quand même très très compliquée d'un point de vue de l'exercice du pouvoir, et avec 2027, donc la prochaine présidentielle, qui est dans toutes les têtes. Allez, on marque une pause, on poursuit nos échanges. Je vous donne cette information. Un photographe français, Anthony Lalican, a été tué en Ukraine dans une attaque de drone. On y reviendra d'ici la fin de ce Punchline Week-end, mais on poursuit nos échanges. Restez bien sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite.